Bonjour, c'est Rémi pour Parlons Argent. Alors aujourd'hui, je vais répondre à tes questions. Les questions auxquelles je vais répondre sont ceux du questionnaire, qui est d'ailleurs toujours disponible, hein, tu as le lien en description. Ça prend 1 minute. Le questionnaire, en fait, c'est simplement quelques questions pour que je comprenne un peu mieux ce que tu recherches, pour faire du contenu en adéquation avec tes attentes. Donc voilà, le questionnaire est toujours disponible, hein, si tu n'as pas eu le temps de répondre. Je remercie vraiment d'ailleurs toutes les personnes qui ont pris 1 minute pour répondre aux questions. Donc le lien est en description si tu l'as pas fait déjà, donc je te remercie vraiment par avance. Et donc voilà, tu peux d'ailleurs me poser une question dans ce questionnaire toi-même si tu voilà, quelques informations à avoir et je répondrai avec grand plaisir. Et donc voilà, j'ai décidé de répondre en vidéo à des questions qui sont un peu similaires. Et qui voilà, sont un peu évidentes et auxquelles j'ai pas forcément répondu dans les dernières vidéos ou dans des vidéos précédentes. Donc voilà, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, j'ai sélectionné 5 questions qui sont vraiment assez représentatives, voilà, des questions qu'on peut se poser quand on débute en investissement. Et je pense que voilà, tu t'y retrouveras. Donc on va commencer avec la première question qui est: faut-il acheter sa résidence principale? Je pense que ça, c'est une question que tout le monde se pose lorsque on commence à investir. C'est de savoir si on doit investir son argent, donc une partie de ses revenus, dans l'acquisition de sa résidence principale plutôt que d'acheter, de louer un appartement. En fait, c'est une question qui, je peux comprendre, est assez difficile à résoudre. Malgré que moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Et je vais te donner vraiment mon avis personnel là-dessus. Ce n'est pas un avis ultime, évidemment, chaque cas est spécifique, mais je vais te donner mon point de vue qui, je pense, peut te faire assez réfléchir dessus. En fait, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale immédiatement. Alors, je parle, qu'on se comprenne bien, pour des jeunes ou des jeunes adultes, d'accord, qui ont moins de 30 à 35 ans, d'accord, grosso modo, cette tranche d'âge-là. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que en investissant, en fait, dans ta résidence principale, tu vas bloquer, en fait, ta capacité d'emprunt pour éventuellement investir dans autre chose. Investir dans l'immobilier, mais l'immobilier locatif, d'accord, pour faire de l'argent, pour que tu fasses grossir ton patrimoine de manière assez importante, ok? Eh bien, en faisant ça, donc en investissant dans ta résidence principale, alors certes tu ne paieras plus de loyer, mais le problème c'est que tu vas bloquer ta capacité d'emprunt, donc tu ne pourras plus emprunter. Alors si tu gagnes très bien ta vie et que tu peux te permettre d'avoir un emprunt pour ta résidence principale et investir en immobilier par la suite ou à côté, très bien. Heureusement, je suis heureux pour toi et que ça soit possible, mais la majorité des gens peuvent éventuellement acquérir une résidence principale et après ils auront très peu de possibilités d'emprunter, en tout cas dans un avenir assez proche, d'accord? Donc mon avis, c'est qu'il ne faut pas investir dans sa résidence principale pour cette raison-là, et surtout parce que le problème, c'est que si tu es jeune, généralement, eh bien, tu vas investir dans un appartement, par exemple, ou une maison, qui ne sera peut-être pas adéquat aux besoins futurs de ton foyer, d'accord? Tu vas peut-être, imaginons que tu es en couple, tu veux acheter donc ta résidence principale, tu n'as pas d'enfant, d'accord? Tu es tout seul, avec... tu es en couple, hein, grosso modo, eh bien, tu achèterais ta résidence principale en adéquation avec ce que tu attends aujourd'hui, grosso modo. Donc, potentiellement, un 2 pièces ou un 3 pièces grand maximum, d'accord? Parce que tu ne vas pas acheter quelque chose de beaucoup plus grand qui serait surdimensionné par rapport à tes besoins d'aujourd'hui, d'accord? À moins que tu aies ambition de faire un enfant assez rapidement et donc d'avoir des besoins en termes d'habitation plus importants, d'accord? Et le problème en achetant un bien qui n'est pas le bien que tu auras plus tard, quand tu seras plus vieux, eh bien, c'est que tu vas vouloir changer à un moment donné. Peut-être que dans 5 à 10 ans, tu vas vouloir changer. Le problème, c'est que tous les frais qui sont engagés dans l'achat de cet appartement, notamment les frais de notaire, et puis, je dirais l'aménagement, ce genre de choses, les frais que tu vas mettre dedans, qui sont pas qui sont une perte, mais grosso modo, qui sont difficilement transférables dans un autre bien, eh bien, pour les rentabiliser, il faut effectivement que la valeur de ton bien progresse assez rapidement. Okay, parce que ne serait-ce que pour rembourser les frais de notaire, tu vas avoir du mal
effectivement à rembourser les frais notaires en moins de 5 ans, quoi. Même si l'immobilier continue à progresser comme il progresse aujourd'hui, eh bien le temps que tu rentabilises, ou au moins que tu rembourses les frais notaires, bah, tu vas avoir, je dirais, plusieurs années avant que ça soit possible. Donc je considère il vaut mieux investir dans sa résidence principale lorsqu'on sait plus ou moins dans quel type d'habitation, dans l'habitation dans laquelle on veut être dans les 20, 30, 40 prochaines années, grosso modo, jusqu'à sa retraite, et voire plus, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, parce que si tu investis immédiatement dans un bien immobilier et que tu dois changer dans les 10 prochaines années, forcément, il y aura une forte probabilité que tu ne rentres pas dans tes frais, que tu ne rembourses pas les frais notaires notamment, donc que tu, grosso modo, tu revends ton bien immobilier moins cher que tu l'as acheté, d'accord? Et donc c'est pas forcément un très bon investissement dans ce sens. Moi je considère qu'il est préférable effectivement de louer sur une période plus ou moins longue, tout dépend de ce que tu recherches, et pendant ce temps-là, allouer ta capacité d'emprunt pour acheter de l'immobilier et faire de l'immobilier locatif, donc pouvoir avoir des revenus issus de ton investissement immobilier. Voilà. Alors, deuxième question, en immobilier, en fait, quelle rentabilité doit-on viser? C'est quelque chose qui est assez intéressant, mais tu vas voir, c'est très simple. En fait, je pense qu'il y a une seule réponse pour cette question. En immobilier, le plus important, en tout cas, quand tu as un esprit d'investisseur, enfin d'investir, tu vois, de vraiment pas simplement acquérir de l'immobilier pour acquérir de l'immobilier, eh bien, la seule chose que tu dois avoir en tête, c'est que l'investissement dans lequel tu vas placer ton argent, non seulement rembourse le prêt que tu as souscrit pour pouvoir investir, mais en plus génère de l'argent en plus. D'accord? Donc non seulement les revenus, donc les loyers que tu vas acquérir vont rembourser le prêt, et en plus vont générer de l'argent en plus pour toi, qui va te permettre de réinvestir soit dans des produits financiers, soit par exemple dans un futur apport pour un prochain bien immobilier. Ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que non seulement ça va te mettre serein et tu n'auras pas un seul euro à débourser pour rembourser le prêt de ton revenu, à toi, mais en plus de ça, tu vas générer de l'argent qui va pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus vite. Parce que le plus important en immobilier, c'est le temps, évidemment, même dans tout investissement, je dirais, mais le fait d'avoir de l'argent en supplément va te permettre d'aller beaucoup plus vite, parce que voilà, tu vas pouvoir réinvestir cet argent assez rapidement, soit effectivement dans un futur apport pour un prochain bien immobilier dans lequel tu pourrais investir, soit dans des produits financiers par exemple, ou les deux, enfin, tout est possible, et ça c'est sûr. Donc ça c'est quelque chose que tu dois vraiment bien garder en tête, c'est de faire du cash flow. Ce qu'on appelle de faire du cash flow, c'est de rembourser son prêt grâce au loyer perçu, et en plus de faire de l'argent pour pouvoir investir par la suite. Et ça doit être la condition sine qua non dans laquelle tu dois te mettre pour investir. C'est-à-dire que si en faisant tes calculs, tu n'arrives pas à trouver une rentabilité supérieure au remboursement de ton prêt, ça veut dire que l'investissement n'est pas bon. Ça veut dire que l'investissement va te faire perdre du temps. Voilà. Et le temps, c'est très très important, parce que le temps, il n'est pas illimité. Voilà. Donc n'oublie pas ça, essaye de viser l'excellence. Donc l'excellence, c'est je rembourse le prêt et je fais de l'argent en plus. Ok ? Troisième question. Alors, existe-t-il une liste d'entreprises françaises à dividendes ? On a parlé récemment de Sanofi, donc entreprise française. Donc, est-ce qu'il existe une liste à proprement parler ? Non, pas vraiment. Parce que les listes aux États-Unis sont faites par les grandes sociétés d'investissement, enfin en tout cas qui gèrent, si tu veux, grosso modo, les indices, donc par exemple le S&P 500, le Standard & Poor's 500, où on a effectivement la liste des dividendes aristocrates, et donc c'est basé sur des critères qui sont très simples en fait, et qu'on peut également appliquer en France, mais de manière un peu différente, parce que comme la culture des entreprises européennes et françaises n'est pas la même qu'aux États-Unis, n'est pas dans l'idée justement sur une très longue période de faire croître le dividende, en tout cas
c'est moins la culture, donc il y a moins d'entreprises qui sont dans cette idée-là, eh bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de liste. Malgré tout, on a vu avec Sanofi dans le précédent épisode, je t'invite à regarder d'ailleurs l'épisode de dimanche où je parle de Sanofi, on est sur une entreprise qui, elle, fait croître son dividende depuis plus de 10 ans, et voilà, on est sur une entreprise qui a vocation à l'avenir à faire continuer à croître son dividende, même en temps de crise, vraisemblablement, puisque ça a été le cas lors de la précédente crise, d'accord? Donc ça, c'est très très important à comprendre. Ce que je voulais dire d'autre aussi par rapport à ça, c'est que le plus simple, finalement, pour essayer de sélectionner les entreprises françaises ou européennes qui ressembleraient à Sanofi, c'est simplement d'aller sur des outils qu'on appelle des screeners, qui vont te permettre, en fait, de sélectionner par rapport à des critères que tu te fixes toi-même, les entreprises qui correspondent le plus aux critères d'entreprise à dividende. Il y a 2 critères importants, c'est de voir la croissance du dividende dans le temps, ok ? Et en plus de ça, c'est de se baser, je pense, sur une capitalisation minimum. Tu peux très bien dire, en dessous de ce montant de capitalisation, donc en dessous de ce montant, je ne prends pas les entreprises, même si elles ont fait croître le dividende. Donc, répondre à deux critères très importants, je pense, la croissance du dividende dans le temps, et le fait que l'entreprise elle a une capitalisation supérieure à un montant que toi tu te définis, d'accord ? Tu peux prendre exemple par exemple sur les entreprises américaines si tu veux, même si les valorisations sont quand même très très importantes déjà aux États-Unis, ok ? Donc voilà, tu trouveras sûrement quelques sociétés. Alors en France, les sociétés qui se rapprochent de plus de ça, c'est effectivement Sanofi, L'Oréal, Ruby, Essilor, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'en ai déjà cité 4, il y en a peut-être une ou deux autres, mais grosso modo, voilà, t'en as 4, 5, 6, gros, enfin, ni plus ni moins en France. Après, il faut voir en Allemagne ou dans les autres pays. Mais voilà, ça se compte vraiment sur les doigts des 2 mains. Il n'y en a pas plus de 10, je pense, en Europe. Il ne doit pas y en avoir vraiment plus de 10. Bon, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai que la culture est assez différente entre les États-Unis et l'Europe de ce point de vue-là. Question suivante. Donc la personne me disait, tu donnes des exemples avec des montants de 3 ou 10 000 euros pour commencer à investir. Est-ce qu'on peut commencer en fait avec quelques centaines d'euros seulement ? La réponse est oui, évidemment tu peux commencer avec quelques centaines d'euros. Moi-même j'ai commencé avec quelques dizaines d'euros, littéralement quelques dizaines d'euros. Quand j'ai commencé à investir et placer mon argent, quand j'ai ouvert mon PEA et que j'ai ouvert mon compte titre, grosso modo, il y a un moment, il a fallu que je prenne la décision, qu'est-ce que je fais ? J'investis pas, j'avais pas beaucoup d'argent, je voulais commencer à investir, je voulais aussi surtout tester comment ça fonctionnait, comment le mécanisme en fait d'investissement et les outils à utiliser fonctionnaient. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris l'argent que j'avais, c'est-à-dire quelques dizaines, centaines d'euros, et je les ai placés. Voilà, j'ai sélectionné les produits que je voulais, et je les ai placés. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie. D'accord, de savoir dans quoi tu vas investir et pas dire aujourd'hui j'investis là, puis après là. Non, c'est avoir une stratégie, savoir exactement dans quelle entreprise tu veux investir ou dans quel produit d'investissement tu veux investir. À partir de ce moment-là, que tu investisses, tu achètes 1 ou 2 actions, puis après 10, 20, 30 parce que tes revenus augmentent, parce que tu as compris comment épargner, mais il n'y a pas de problème, d'accord ? Donc les actions dont on parle la plupart du temps, dans Parlons Argent, les actions à dividendes aristocrates notamment, c'est que tu peux investir dans les entreprises dont le cours il est aux alentours des 50, 60, 70 euros. D'accord ? Donc c'est pas non plus démesuré. Tu peux acheter 1, 2, 3, 4 actions pour commencer et après faire grossir de plus en plus quand tu auras fait croître ton épargne et que tu auras bien structuré tout ça. Le plus important par contre, avant d'investir, commencer à acheter des actions, c'est surtout d'avoir une épargne de sécurité, d'accord ? Donc peu importe l'épargne de sécurité que tu te fixes, ce sera peut-être l'occasion qu'on en parle également un jour, une fois que tu as ton épargne de sécurité, ok, tu peux aller voir autre chose. Mais tant que tu n'as pas d'épargne de sécurité, tu n'es pas sécurisé là-dessus, ne va pas mettre 10, 20, 30 euros ou 50 ou 100 euros dans des actions alors que tu n'as même pas 1000 euros de côté pour faire face à des problèmes de la vie. Okay ? Ça, c'est quelque chose que tu dois bien comprendre parce que je sais que voilà,
On a envie de tester, on a envie de voir comment ça marche, et moi j'étais dans ce cas-là, mais le problème c'est qu'on veut aller des fois trop vite, et le plus important c'est surtout de le faire de manière sécurisée, d'être serein pour que tu dormes tranquillement, que tu n'aies pas de stress, d'accord? L'investissement c'est aussi beaucoup de psychologie, c'est savoir maîtriser son stress par rapport aux investissements dans lesquels on place son argent, ok? C'est pas simplement prendre des risques démesurés. Non, non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas des professionnels de l'investissement, ok? Le but, c'est d'investir de manière concrète, avec bon sens et de manière sécurisée, ok? Donc il n'y a pas de j'investis n'importe comment et après je m'aperçois que voilà, je suis pas serein parce que je sais pas, voilà, est-ce que telle action va monter, descendre. Non, on investit dans ce qu'on sait, donc comment on comprend l'investissement dans lequel on est. Sinon, on le fait pas. C'est ni plus ni moins ça qu'il faut bien se dire. Dernière question. Que penses-tu d'investir dans Tesla? Alors, ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent, je sais, dans les commentaires, et puis même les questions que j'ai déjà reçues par email. D'ailleurs, si tu as des questions aussi, hein, tu peux me poser par email, remy@parlons-argent.fr, si tu as des questions, avec grand plaisir. Que penses-tu d'investir dans Tesla? Eh bien, je pense que ce sont des entreprises qui font rêver. C'est vrai, moi, Apple, Tesla, tout ça, ça me fait rêver. C'est des très belles entreprises. Pour certaines, elles changent le monde ou elles changent le business dans lequel elles sont. Tesla, on peut dire ce qu'on en veut, mais Tesla, bah voilà, a fait bouger un peu les lignes au niveau de la voiture électrique. Et aujourd'hui, tous les constructeurs vont aller dans cette voie-là. Et c'est d'une certaine manière, alors c'est pas que grâce à Tesla, mais en tout cas, Tesla a ouvert la voie, Tesla a montré que c'était possible. Et je pense que voilà, investir dans ces entreprises-là, c'est intéressant dans l'idée de faire une plus-value, mais il faut se dire que c'est très risqué. Que l'idée d'investir dans ces entreprises-là, il faut juste avoir dans son état d'esprit que tu peux perdre l'argent assez rapidement, que ce n'est pas forcément un investissement à long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que, notamment par exemple avec Tesla, eh bien, est-on certain que Tesla arriva à s'imposer sur son marché? Voilà. Aujourd'hui, Tesla est en grosso modo la seule marque à proposer toute une gamme de voitures électriques, mais les grosses entreprises allemandes notamment et européennes vont arriver sur le marché avec leur image de marque, avec leur passé, et vont concurrencer Tesla directement sur ce marché-là. Est-ce que Tesla va arriver à se démarquer et va arriver à faire croître son activité dans le temps? D'accord? Aujourd'hui, c'est une entreprise qui dépense beaucoup d'argent, qui fait encore très peu de bénéfices. Moi, c'est pas mon idée de l'investissement. Je trouve que c'est prendre beaucoup de risques. Alors oui, tu peux faire x10 en 1 an, 2 ans, mais tu peux aussi tout perdre en 2 fois moins de temps. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc je pense que pour quelqu'un qui veut investir à long terme, quelqu'un qui veut construire son portefeuille sur de long terme, les entreprises comme Apple, Tesla, ce genre d'entreprises, les GAFA, tout ça, c'est pas très intéressant. Parce que, encore une fois, la plupart en plus ne versent pas de dividendes, donc la seule chose qu'on vise, c'est de faire une plus-value. Mais le problème, c'est qu'on là-dessus, il y a très peu, je dirais, d'informations qui peuvent nous laisser espérer qu'on va faire une plus-value. D'accord? C'est pas parce que le passé montre que l'année dernière, les gens ont fait x10 sur leur capital que tu continueras à faire x10 sur ton capital. Il y a tellement d'impondérables qui peuvent rentrer en jeu entre-temps que tu ne maîtrises pas, que voilà, il faut garder la tête froide, et je pense qu'investir dans ces entreprises-là, c'est bien si tu as de l'argent à risquer vraiment, tu veux, entre guillemets, rigoler, mais je dirais dans un portefeuille sérieux à long terme, c'est pas intéressant. Voilà, parce qu'on n'a pas de rémunération, donc pas de dividendes, et que la seule chose qu'on cherche, c'est à faire une plus-value. Et la plus-value, elle n'est pas certaine.
Voilà, c'était les 5 questions que j'avais. Si d'ailleurs tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas en commentaire sur YouTube, par email, comme je le disais juste avant. Et sinon, le questionnaire qui est juste en bas en description, le lien, tu le trouves. Tu peux me poser des questions, enfin une question, et puis surtout répondre à 2-3 questions qui te prend littéralement 1 minute et qui vont me permettre de mieux comprendre ce que tu recherches. Voilà. Je te remercie, j'espère que ça t'a aidé, que tu as aimé l'épisode. C'est, je pense, la première fois que je réponds un peu aux questions auxquelles vous me posez. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Je pense que j'en referai d'autres, donc n'hésitez pas surtout à me poser des questions par tous les moyens que j'ai pu donner juste avant. Voilà, on se retrouve de toute façon très très bientôt dans Parlons Argent. Allez, ciao!